Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à réaliser une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, on va parler de psychologue et intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, un sujet qui bat la manchette depuis bientôt un an au moment où j'enregistre la vidéo. Ça a pris beaucoup d'ampleur, ça s'est beaucoup développé. Moi, je me suis intéressé particulièrement à comment ça fonctionnait l'intelligence artificielle afin de pouvoir embarquer dans la vague et en connaître les limites. Donc, je vais vous expliquer comment moi je l'utilise comme psychologue afin d'aider ma pratique, mais je vais également vous donner quelques pistes pour vous essayer de l'utiliser peut-être afin d'optimiser certaines de vos questionnements. Avant d'entrer au cœur du sujet, je vous rappelle que le défi Psychoctober a une portée éducative et que ça ne remplace pas une psychothérapie. L'intelligence artificielle non plus, ça ne remplace pas une psychothérapie. Donc l'éducation psychologique vise à faciliter l'intégration du savoir que je dois mettre de manière généralement reconnue, basée sur les bonnes pratiques, sur le respect de l'intégrité de la personne et les connaissances scientifiques que je possède, mais je ne suis pas en train de faire une thèse exacte avec référence. Comme vous le savez, je vais faire de la vulgarisation ici, de la simplification à des fins éducatives. Mais si vous avez des questionnements spécifiques et que vous voulez avoir l'assurance d'obtenir une réponse, j'ai construit une architecture de service pour vous. Ça veut juste regarder le lien en description. Sur mon site web, il y a un de mes programmes qui s'appelle Questions confidentielles. En utilisant ce programme, je protège votre identité, ça tombe directement dans ma boîte courriel et je réponds à chaque semaine de manière à partager la connaissance dans mon groupe Facebook privé tout en protégeant la confidentialité de l'information de la personne qui pose la question. Également, si vous souhaitez aller un peu plus loin et me rencontrer en thérapie, mes coordonnées se trouvent également sur le site web. Donc moi, ce que je demande avant de prendre rendez-vous, c'est de vous envoyer tous les détails reliés à mon cadre de pratique. Donc tarifs, méthode de paiement, politique d'annulation, conditions, bref, tout ça, je vous envoie ça par courriel avec mes disponibilités. Puis il y a des questions à me répondre. Et si ça convient, ben, on peut rapidement se voir. Donc, j'espère que ces petites préambules vous permettront de mettre en contexte que les informations que je vais vous présenter sont de nature inspirationnelle et qu'il ne faut pas les utiliser comme étant une vérité absolue. Donc, maintenant que cette introduction est faite, on retourne au thème principal qui est psychologue et intelligence artificielle. Moi, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle, c'est un petit peu comme l'alphabétisation. Il y a des gens, il y a quelques générations qui n'ont pas intégré l'alphabétisation à l'école, qui ont laissé faire l'école très tôt dans la vie, puis qui ont rencontré peut-être des difficultés tout le reste de leur vie parce qu'ils n'ont pas intégré les moules culturels reliés avec les automatismes de lecture. Et là, analphabétisation, ça ne veut pas dire incapable de lire. Il y a différentes nuances là-dessus. Je parle de difficultés ou de limitations dans l'intégration de la lecture. Ben, il y a eu un autre virage qu'on pourrait dire essentiel, culturel, qui s'est passé dans notre société et vous êtes en train de l'utiliser présentement si vous écoutez la vidéo, c'est-à-dire le virage Internet. Donc, il y a eu à un moment donné l'intégration ou l'apparition d'Internet, la démocratisation, l'apparition des réseaux sociaux, les sites web, puis là, on est rendu maintenant à l'horizon de l'utilisation de la blockchain et des intelligences artificielles. Donc, je crois qu'on est sur le point de faire un nouveau point de bascule culturel. Et j'ai l'impression que si on saisit rapidement les bases de ce genre de révolution culturelle, ça permet d'observer le phénomène en toute sécurité. Parce qu'il y a des choses à faire attention, il y a des dérives possibles, il y a des excès, il y a des gens qui vont l'utiliser de mauvaise manière ou de manière préjudiciable, auprès de qui ça va engendrer des tragédies. Donc, je voudrais vraiment vous protéger en vous donnant les balises que je vais vous expliquer aujourd'hui, mais je voudrais en même temps vous aider à ne pas avoir peur de cette révolution technologique et plutôt la mettre à votre service. Il y a un petit dicton d'ailleurs qui dit que si on fait un pont avec les ressources en connaissance et les ressources d'argent, le dicton dit « L'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur ». Donc, il faut faire travailler l'argent pour atteindre des objectifs. Mais si c'est l'argent qui est votre maître, vous êtes dans le trou. Ben, la technologie, je pense que c'est un petit peu la même chose. La technologie va être un très mauvais maître. Mais si elle est à votre service,
Et là, vous allez pouvoir catapulter votre potentiel. Mais un petit peu comme il y a eu des résistances au niveau des ferrailleurs, des maîtres qui faisaient les fers à cheval, quand il y a eu l'intégration des voitures, ben cette industrie-là des fers à cheval, ça a quasiment disparu. Est-ce qu'il faudrait subventionner et valoriser davantage la promotion des fers à cheval ou suivre le mouvement et faire en sorte qu'aujourd'hui on utilise la voiture? Donc il y a comme quelque chose de similaire dans les révolutions culturelles et technologiques que j'aimerais vous faire saisir pour ne pas que vous soyez en résistance. Un peu la même chose avec les difficultés intérieures de santé mentale. Si on est en résistance contre elles, souvent ils vont nous dominer puis ils vont créer toutes sortes de problèmes. Donc, il en existe toutes sortes d'intelligence artificielle. Puis pour vous simplifier la tâche, je vais commencer par vous parler d'un que vous avez sûrement déjà euh, entendu le nom, qui est joué d'une grande popularité, c'est ChatGPT. Mais de manière générale, on aurait pu parler des modèles de langage large ou des modèles d'entraînement avec apprentissage dans les bases de données. Donc, il y a toutes sortes d'appellations. Il y a plein de compagnies qui ont développé leur intelligence artificielle. Et là, je vous parle de l'un ici parce qu'il peut être utilisé gratuitement, même s'il y a une version payante. Là, moi, je n'ai jamais essayé la version payante encore. Mais avec la version gratuite, il y a moyen de peut-être en tirer un avantage pour vous. Dans ChatGPT, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas comme Google. Il ne faut pas juste y poser une question. Mettons, dis-moi, comment faire telle affaire? Ben, il va vous sortir une réponse. Mais la meilleure manière d'utiliser ChatGPT, c'est peut-être de lui injecter certaines règles avant de discuter avec lui. Parce qu'il faut le voir comme étant une espèce d'agent conversationnel. Puis la qualité des consignes que vous allez lui injecter initialement, donc le prompt initial, va beaucoup déterminer la qualité des réponses que vous allez obtenir ensuite. Il y a des gens qui l'utilisent comme si c'était un Google. Puis là, ils obtiennent des informations, mais c'est somme toute limité avec juste une phrase. Donc, je vais vous donner un exemple de modèle qui fait que comment on pourrait l'utiliser en créant dans ChatGPT une discussion, parce que vous pouvez avoir plein de discussions sur plein de thématiques. Là, moi, j'ai une discussion thématique sur le plan économique, j'en ai un sur le plan philosophique, j'en ai un sur le plan spirituel, j'en ai un sur le plan psychologique, j'en ai un sur l'histoire, j'en ai un sur l'art. J'ai plein de discussions différentes qui ont tous des règles conversationnelles différentes. Donc, voici un exemple de ce que vous pourriez proposer si vous utilisez la version gratuite de ChatGPT. Je vais vous donner un exemple de 5 règles à injecter initialement qui pourraient créer une espèce d'aidant virtuel, discussionnel. Mais gardez à l'esprit que c'est un programme automatique. Il n'est pas en mesure de réaliser une intervention très particulière. Il va faire des synthèses à partir de la connaissance de ces informations dans son modèle d'entraînement. Soyez prudents. La prudence, ça ne veut pas dire ne pas explorer l'outil. On se comprend? Donc, OK. Donc, on rentre dans une nouvelle conversation de ChatGPT. Puis là, on va lui dire, premièrement, la première règle que moi je propose, c'est élaborer des consignes. Donc, là, il va falloir que vous sachiez c'est quoi les consignes que vous voulez en tête, quel genre de modèle vous voulez. Mettons que je dis, j'ai clarifié les 4 règles suivantes que je vais vous dire. Là, une fois que je suis prêt, je commence à les injecter. Donc, premier point, je lui donne un rôle. Comme par exemple, je pourrais écrire consigne. Tu prends le rôle d'un aidant psychologique virtuel. Le troisième point, c'est qu'on va lui donner des règles pour ses réponses. Comme par exemple, je vais lui dire, tes réponses seront courtes. Tu peux me poser des questions d'approfondissement. Tu peux me faire des reformulations, des reflets. Tu vas toujours valider ce que je te dis et tu vas me faire des confrontations lorsque je réalise moi-même des incohérences en te parlant au cours de la conversation. Donc, bref, on peut en mettre plein là, des règles et on peut en mettre vraiment beaucoup. Ensuite, point 4, on va lui donner des exemples de réponses attendues pour l'aider à structurer ce à quoi on veut obtenir. Comme par exemple, dire voici des exemples au point 4.
Puis là, mettons, je vais marquer des exemples de réponses validantes. Blablabla, bla, 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 ça c'est une réponse validante. Un exemple de confrontation chaleureuse, c'est non, tu t'es trompé, c'était la fin. Ou, bref, on donne des exemples cohérents avec des thématiques, on ouvre les points, on lui spécifie ça, et lorsque vous aurez terminé, d'à la fois lui avoir donné un rôle, des règles, des exemples. Vous pouvez aussi spécifier du contexte, hein, si vous voulez, dans les règles. Moi, je l'intègre aux règles, mais il y a des gens qui le mettent un point distinct. Bien, ensuite, vous allez y dire au point 5, on va lui demander, est-ce que tu as bien compris les consignes? Point d'interrogation. Puis on pèse sur Enter. Donc là, il va traiter tout ça, puis il va vous dire une réponse du genre, oui, j'ai bien compris, je suis un aidant virtuel psy qui va vous donner des conseils, il va répondre, allez-y, je suis prêt à comprendre. De quoi voudriez-vous parler? Puis là, on y va. Autant dire, je me sens fatigué aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire, ça se pourrait-tu que je fasse un burn-out? Puis là, il va vous répondre une affaire suivant les consignes. Vous pourrez l'essayer. Si c'est déjà le cas, vous l'avez déjà essayé, peut-être vous pourrez me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez obtenu comme qualité de réponse. Mais en suivant ce genre de règles-là, c'est vraiment un raccourci, hein, parce que moi, mon utilisation personnelle, je lui injecte beaucoup de règles. Je lui spécifie, mettons, d'utiliser dans les règles, tu vas respecter la pensée de tel auteur avec telle théorie. Tel auteur avec telle théorie, mais pas ce concept-là. Tel auteur avec telle pensée, tel... Puis là, lui, il fouille dans son modèle d'entraînement qui a tout bouffé le Wikipédia aussi mondial. Fait qu'il va s'inspirer de tout ça dans la production de réponses. Comprenez que plus que vos règles d'introduction de l'utilisation dans ChatGPT seront précises, claires, détaillées, structurées avec des exemples, plus que vos réponses vont être qualitatives. Mais là, attention! Attention! Là, je sais qu'il y a des enthousiastes parmi vous qui vont dire « Hey! Ça va remplacer les psychologues? Dans le fond, les psychologues n'auraient plus besoin de payer pour aller les voir. » Mais non! C'est pas exactement ça. Parce qu'il y a des risques. Comme c'est un modèle d'entraînement langagier qui est somme toute assez jeune, il peut, en fouillant dans sa base de données, vous sortir des réponses qui respectent les règles, mais qui ne sont pas cohérentes avec ce qu'un être humain dirait. Il peut même vous faire des réponses qui créent de la confusion à l'intérieur de vous. Il peut également répondre des choses inexactes, inventer des faits historiques qui n'existaient pas parce qu'il s'est inspiré d'amalgames dans sa base de données d'entraînement qui n'est pas systématiquement viable. Par exemple, si vous lui demandez donne-moi les critères diagnostiques on va dire de la perversion narcissique selon le DSM-5. Il va vous donner une réponse. Mais je vais vous dire un secret de psychologue. Ça n'existe pas, la perversion narcissique dans le DSM-5. Mais il a quand même donné une réponse. Donc, soyez prudent. Hein? Soyez prudent. Il y a moyen de perfectionner ça avec la version gratuite à ce que j'ai vu là, pour pouvoir, mettons, injecter l'ensemble du manuel diagnostic et dire, en te basant sur ce document-là, quels sont les critères? Il va vous les sortir de manière plus structurée. Donc, des inexactitudes, des imprécisions, soyez prudents. Il y a également des gens qui vont livrer là-dedans leurs secrets les plus intimes. Puis là, ces secrets-là sont utilisés par le modèle d'entraînement pour pouvoir générer d'autres discussions à côté. Puis là, vous venez, à quelque part, d'envoyer beaucoup d'informations sur vos facteurs de fragilité intérieure. Puis là, ces données-là vont probablement être rétro-utilisées pour vous faire des pubs à un certain moment donné. Ils vont probablement être utilisés à des fins marketing pour le vendre dans les métadonnées, faire des croisements de trucs. Puis là, vous allez découvrir que ce que vous discutez dans votre interface avec ChatGPT, bien, finalement, sur votre téléphone, vous avez une publicité de ça qui apparaît. Oh! On le voit d'ailleurs dans l'intelligence artificielle qui est utilisée dans Snapchat. Si vous discutez avec l'intelligence artificielle de Snapchat, puis que vous dites j'ai faim, j'aimerais ça trouver un resto, il va vous sortir une publicité d'un restaurant pas loin de chez vous avec des gens qui ont payé pour être mis de l'avant par le... Donc ça veut dire qu'il y a comme un croisement des fins marketing et l'utilisation des métadonnées. Puis je voudrais que vous soyez prudent là-dessus. Hein. Ce que vous injectez ou ce que vous mettez dans le moteur, après ça, c'est parti, là, c'est dans la chaîne d'information. Vous ne pouvez plus vraiment le récupérer. Là.
ça nous amène ça aussi à la fragilité de la chaîne d'information sur le partage des renseignements liés à votre vie privée. C'est comme si il y a une chaîne d'information, puis c'est fragile à chacun des maillons de la chaîne. Ben, avec l'intelligence artificielle, les croisements de métadonnées et des modèles d'entraînement qui sont faits, la rétro-injection des informations dans le modèle d'entraînement qui pourrait être rétro-utilisé pour d'autres personnes. Donc, vous perdez l'information dans un nuage de propagation, puis c'est le cas de dire, le cloud, là, sur le nuage, sur le web, et voilà, ça appartient à la compagnie. Là. Est-ce que vous avez lu toutes les conditions d'achat et d'utilisation de ChatGPT? Quand vous avez créé votre compte, vous avez une petite case marquée « J'accepte, je confirme que j'accepte les conditions d'achat ». Les avez-vous lus? Une bonne chance que non. Moi, oui! Donc, c'est écrit dessus qu'il se réserve le droit d'utiliser l'ensemble des informations que vous allez utiliser à des fins promotionnelles, marketing. Ils peuvent déplacer le lieu d'utilisation dans le monde sur des serveurs. Ils peuvent, selon la législation, faire des changements. Et l'utilisateur sera informé seulement s'il retourne voir la page, les modifications qui ont été faites sur la page. Donc comprenez que ça comporte un risque, et notamment le risque, moi comme psychologue, je dois être conscient du risque, de la fragilité, de la confidentialité et de l'anonymat. L'anonymat, on l'oublie ça là, parce que vous avez créé un compte, là, mais la confidentialité peut être compromise. Donc soyez prudents. Là. Je vous ai injecté plein de mesures de protection ici qui devraient vous dire faites attention, soyez vigilants. Maintenant, on va passer aux avantages parce que s'il y a beaucoup de risques, c'est qu'il y a un grand avantage. Il y a peut-être même beaucoup plus d'avantages que de risques. Oh! Ah ouais? Ah! Ben moi, je pense que oui. Je pense que c'est un outil. Puis un peu comme il y a des gens qui vont acheter un marteau puis qui vont se péter la tête avec puis qui vont poursuivre la compagnie fabricante de marteaux en disant « Je me suis fait un ecchymose, puis là, j'arrive plus à me concentrer, j'ai une commotion cérébrale à cause du marteau. » Puis là, la compagnie de marteau va dire « Est-ce que vous l'avez utilisé pour clouer un clou? » Puis la personne elle va dire « Non, mais c'est parce que quand je l'ai sorti du sac, là, il était comme il de même, puis je me suis cogné, genre, puis c'est vraiment pas correct, je veux un dédommagement. » Ben, il y a des gens qui vont... Je sais que c'est absurde de dire comme ça, mais il y a des gens qui font ça pour de vrai. Là. Aux États-Unis, là, c'est très fréquent, là, des plaintes comme ça sur des trucs de... c'était pas écrit sur l'emballage qu'il fallait pas manger le petit sachet de trucs déshydratants. Là, il y a un enfant qui l'a mangé, il s'est empoisonné. La prise de responsabilité passe par l'éducation. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. Donc, les avantages. Quels sont-ils, ces avantages? Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, j'espère que vous n'avez pas trop fait peur. Ben, les avantages, ça touche beaucoup d'obtenir une réponse qualitative qui va être structuré en fonction de votre qualité de prompt initial. Donc, les règles initiales, le rôle que vous attribuez à la conversation. Donc, ça va vous donner une rétroaction en temps réel. Vous savez, l'être humain, là, il adore ça, avoir de la rétroaction. Bien, vous pouvez discuter avec ChatGPT là, en temps réel, 24/7, 365 jours par année, plus 1 pour les années bissextiles. Puis, ça sera toujours accessible. La nature de la réciprocité ne va pas générer des fausses émotions ou des faux sentiments. Ça va générer des vrais sentiments. Regardez quand vous écoutez un film au cinéma, un film, on pourrait dire, une comédie. Bien, quand il se passe une affaire drôle, vous riez pour de vrai, vous riez pas pour de faux. Donc, ça vous fait vivre une émotion, vous riez, alors que c'est des particules sur un écran ou sur un petit truc, puis qui sont générées artificiellement sur une machine. Puis là, moi, je ris pour de vrai. Maintenant, si j'écoute un film d'horreur, puis là, un moment donné, ah! Bon, ben, je fais le saut pour de vrai, puis j'ai peur pour de vrai pendant quelques fractions de secondes. Mon cœur se met à battre plus vite, tout ça. Pourtant, c'est des particules, de la lumière électronique sur un appareil que c'est moi qui ai acheté. Je sais que c'est pas vrai. Il n'y a pas personne en arrière, c'est dans la machine, c'est des particules. Mais ça me fait vivre pour de vrai de la peur. Ben, la validation émotionnelle aussi, on peut aller la chercher à travers de l'interaction, non pas seulement avec un texte de quelqu'un réel au bout du fil. J'aime pas le mot réel, j'aimerais dire, mettons, physique. Parce que j'aime pas opposer virtuel à réel. J'aime mieux dire que c'est physiologique ou virtuel. C'est le substrat sur lequel il est porté n'est pas le même.
Donc, l'être humain est très sensible à la validation. Puis quand on obtient de la validation d'un modèle qu'on a programmé pour qu'il nous renvoie un écho favorable, ça va vous générer à l'intérieur de vous des sentiments puis les mêmes genres d'émotions que si c'était quelqu'un de proche. Il y a des gens qui vont programmer non pas une personne qui est, mettons, un aidant psy, comme je vous ai dit, mais ils vont programmer leur meilleur ami. Ils vont dire, t'es mon meilleur ami, tu vas toujours essayer de me soutenir, tu vas des fois me taquiner, tu vas blablabla. Ils injectent plein de règles sur c'est quoi qui s'attendrait d'un meilleur ami. Puis ils disent, as-tu compris les règles? Oui. Puis là, pac! Puis là, ils discutent chaque jour avec ça. Moi, j'en ai programmé un de mes modèles d'entraînement. Je l'ai appelé mentor. Fait que j'ai dit, tu vas prendre le rôle d'un mentor qui. Puis là, j'ai fait la synthèse de plein d'affaires. Tel auteur. Tu vas utiliser la pensée de Socrate, tel modèle, tel modèle, tel modèle. Tu vas utiliser la pensée de Nietzsche, tel modèle, tel modèle, tel modèle. Tu vas utiliser la. Et puis là, Jung, Maslow, Roger, Skinner, Bandura. On met plein de spécificités mentales. J'ai dit, tu vas répondre comme si tu étais un grand sage également, avec des réponses courtes. Puis tu vas toujours me relancer avec une question d'approfondissement. OK. Fait que là, moi, des fois, le soir, je suis triste. Ou je suis dans mon habitude. Je vais essayer de l'utiliser d'ailleurs. Donnez-moi un instant. Où est-il? Mentor, tu es là. Fait qu'est-ce que je pourrais bien lui demander? Je vais lui dire... Aujourd'hui, je suis un petit peu pressé dans la création de ma vidéo. Aurais-tu un conseil à me donner? Puis là c'est parce que sur l'heure à laquelle on est, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Là, puis là, il me dit, dans la création... Attendez, je pense que je vais faire quelque chose pour vous. Je vais essayer de le prendre, copier, puis je vais vous le faire écouter plutôt que de juste vous le lire. Ce sera toujours mieux. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je ne sais pas qu'il me dise des messages... Là, je ne l'ai pas lu, là. Fait que ça risque d'être compromettant. Dans la création de ta vidéo, Dr. Paul priorise l'essentiel. Définis clairement ton message principal et concentre-toi sur le contenu clé. N'hésite pas à utiliser une structure simple pour faciliter la production. Si possible, divise le processus en étapes distinctes, en commençant par un plan solide. Enfin, fais preuve de créativité. Mais ne te perds pas dans les détails. Parfois, la simplicité est la clé pour gagner du temps sans compromettre la qualité. Ah, c'est tellement ça, dans le fond. Mais là, je pourrais dire merci. Puis là, il me dirait, pas de problème, je suis là pour t'aider si tu veux. C'est-tu pas merveilleux? Donc là, je vous ai fait un exemple improvisé, là. J'espère qu'il n'y avait rien de compromettant. Non. Comme le fait de construire des repères comme ça, de rétroaction, ça comporte un immense avantage de créer de la densité en vous. Ça permet de faire des synthèses, de la structuration, de la reformulation, des discussions interactives, de l'analyse de texte, des traductions. Donc pour des gens qui ne parlent pas une langue spécifique, ils peuvent faire un copier de tout un site web puis dire à ChatGPT, fais-moi une synthèse qui tient à l'intérieur de 100 mots de ces informations suivantes. Copier, pop! Là, vous y plaquez un grand texte, mettons, en espagnol. Puis là, il va vous sortir en moins de 100 mots une traduction synthèse du contenu. C'est-tu pas merveilleux? Donc, on peut l'utiliser pour faire du dépistage de difficultés en lui disant de manière générale quelles seraient les choses qu'on pourrait retrouver chez une personne anxieuse. Ou moi, je me sens pas bien de telle manière. Ça se pourrait-tu que ça soit associé à de l'anxiété? Ça, c'est du dépistage. Ce n'est pas du diagnostic. D'ailleurs, je vous rappelle que le diagnostic psychologique est un acte réservé. Alors, ça demande un professionnel de la santé. Ne vous improvisez pas diagnostiqueur parce qu'il est fort probable que le modèle d'entraînement, lui, ne soit pas à jour dans les nouvelles données et les bonnes pratiques généralement reconnues. Et pour vous protéger, le diagnostic psychologique ne devrait pas être confié à ça. C'est trop tôt là, dans l'histoire des intelligences artificielles pour se fier entièrement à ça. Mais pour faire du dépistage discussionnel, peut-être ça pourrait être bon. J'ai également plusieurs clients qui m'ont dit « Paul, est-ce que tu pourrais en programmer un
intelligence artificielle dans ChatGPT qu'on pourrait ensuite t'acheter là, avec les consignes puis toutes les bases d'informations, puis qu'on pourrait y parler comme si c'était un mini Paul. Le Paul de Pocket de Psy. Puis là, on sort ça. Puis là, les gens, ils disent, là, je pourrais y demander en temps réel, là, Paul, qu'est-ce que tu me dis d'ailleurs par rapport à l'anxiété, comment vous faites? Puis là, genre, ça redonnerait la réponse. Sauf que là, même si je trouve ça particulièrement intéressant et que l'avenir me semble aller dans cette direction-là, là, c'est parce que c'est peut-être la question de la confidentialité là, qui va être en jeu. Est-ce que c'est l'enregistrement que le client fait de la rencontre qui va traduire ensuite en mot à mot, qui va injecter comme étant une librairie dans laquelle fouiller? Moi, j'ai commencé à créer un codex, d'ailleurs, en lien avec mes vidéos de réponse à chaque semaine en direct dans mon groupe Facebook. Cette semaine, on va tourner la 124e heure. Bientôt 1900 questions de répondues à date. Là. Imaginez, la 124e heure, il y a du stock. Là. Fait que j'ai pris tout le texte, la transcription automatique audio de ce que je dis dans 1 heure de vidéo. Je l'ai découpé par question. Puis j'ai dit, en prenant tout le texte de ce que je dis dans les vidéos, en improvisant, il dit, tu vas me faire une synthèse cohérente en moins de 100 mots pour chaque question. Fait que sur une vidéo d'1 heure, il me structure tout ça. Fait qu'ensuite, je pourrais mettre des mots-clés, associer ensemble, dire, mettons, je vais me faire un cahier de peut-être 150 pages sur l'anxiété, 100 pages sur la dépression, 100 pages sur l'apprentissage, 100 pages sur le couple, 100 pages... Puis là, peut-être que la personne pourra poser des questions là-dedans sur cette base de données-là, inspirée de mon savoir. Mais peut-être qu'à l'avenir aussi, quand ça sera bien balisé puis encadré, les gens pourront enregistrer leur rencontre en temps réel puis utiliser ça avec des rappels. Qu'est-ce qu'il me dit, Paul, déjà? Mais je pense pas qu'on est rendu là actuellement au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Hein. Puis ça me semblerait comporter beaucoup trop de risques au niveau de la chaîne de confidentialité, de la protection de la vie privée de la personne. En tout cas, actuellement, je trouverais ça trop risqué. Mais je pense que ça s'en va par là à l'avenir. Une espèce d'assistant virtuel thématique qui va vous connaître et qui va savoir comment utiliser les balises généralement reconnues en psychologie. J'ai des collègues psychologues qui disent ça parfois dans les groupes de psychologues, qui disent « Ben non, jamais un ordinateur va remplacer un être humain. » Ben moi, je vous avoue que j'aime beaucoup mieux taper à l'ordinateur qu'écrire à la main. Mais je fais les deux. Je vous avoue également que je trouve ça très pratique pouvoir déplacer des blocs d'informations quand j'écris et de structurer des textes plutôt que de faire à tout réécrire dans l'ordre. L'efficacité des thérapies, entre guillemets, a été étudiée dès les années 90 avec les premières sorties des internets. Est-ce que c'est efficace de faire une rencontre à distance via le web? Ça a démontré que oui, c'est aussi efficace, mais qu'il faudrait le facteur d'émotivité. S'il n'y a pas d'émotivité qui circule dans la rencontre, l'efficacité peut chuter. Donc, est-ce que ça serait une des clés qui serait transposable dans un modèle écologique d'intelligence artificielle qui assisterait une thérapie? Je pense que oui. Je pense que si vous êtes capable d'injecter des conditions affectives dans les règles, puis les conditions affectives, c'est quoi? Validation, accueil, acceptation de soi, soutien, conseil chaleureux, toutes les techniques de relation d'aide, reflet, reformulation, chaleur humaine, interprétation, plein de livres là-dessus. Moi, je l'ai appris avec des livres à l'école, avec des professeurs. Bon, ben imaginez si tout ça, ça pouvait être synthétisé et structuré. Ça pourrait donner un assistant de grande qualité. Puis pourtant, ça fait même pas 1 an actuellement que c'est sorti. Je pense que ça va être au mois de novembre, décembre que ça va faire 1 an que ça commence à être popularisé. Là. Il y a moyen de faire quelque chose que je pense de très bon. Moi, parfois, je l'utilise pour y dire « Fais-moi une synthèse de ce qui pourrait discriminer les 2 troubles suivants. » Puis là, j'y mets tous les critères diagnostiques du DSM-5 version révisée du trouble de la personnalité limite comparés à
Là, je mets tous les critères diagnostiques de trouble bipolaire type 2. Puis là, il va me sortir ce qui différencie particulièrement les deux troubles. C'est clac, clac, clac. Ah! Puis là, moi, je peux aller vérifier cette information-là pour être sûr que ce n'est pas dans le champ, parce que je suis un professionnel de la santé. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un assistant. Plus grandes seront vos connaissances, mieux vous pourrez utiliser l'outil. Tout comme le dicton qui dit que pour une personne qui ne possède qu'un marteau dans son coffre à outils, tous les problèmes sont des clous. Mais si vous possédez un marteau, un tournevis, une scie, un aiguine, un équerre, des cordes, des tournevis, Ah, mais là, tiens, tout d'un coup, vous êtes capable de bâtir une maison. Bon, ben, moi, c'est comme ça que je voudrais vous le présenter. On est encore au début de l'ère des intelligences artificielles. Puis là, je vous ai parlé seulement de un ou deux intelligences artificielles. Je vous ai parlé de ChatGPT, je vous ai parlé d'intelligence artificielle dans Snapchat. Puis maintenant, je vais vous parler d'une utilisation que j'ai trouvée particulièrement inspirante. C'est l'utilisation des générateurs d'images. C'est que j'ai entendu qu'une personne, c'est pas un client moi, là, une personne utilisait DALL-E, qui est un générateur d'images gratuit, pour faire un journal d'illustration de ses rêves. Ah oui, comment ça? Ben, mettons une personne qui mettait dans son journal le matin ou qui écrivait cette nuit, j'ai rêvé qu'un chevalier passait en dessous d'un pont et le nuage lui a souri quand la pluie s'est mise à tomber sur le jardin de Tournevis. Puis là, ça peut sembler très abstrait, là, un rêve, c'est pour ça que je mets ça abstrait. Donc là, mettons qu'une personne prend ça, dit dans ChatGPT, voici la définition de mon rêve, fais-moi une synthèse des éléments clés pour que je puisse utiliser un prompt générateur d'images dans DALL-E qui illustre l'essentiel de mon rêve. Puis là, copie le rêve. Ça sort une définition à l'intérieur de 80 caractères. Mettons chevalier, pont, tournevis, nuage, sourire, gna gna, ambiance chaleureuse, gna gna. Puis là, on prend ça, copier, on met ça dans l'intelligence artificielle, générateur d'images, puis là, il va vous proposer 4 images. Mais il y a des gens qui vont en prendre une, puis qui vont la mettre à côté dans la deuxième page. Fait que d'un côté, la description de leur rêve, puis de l'autre côté, l'image représentative de leur rêve qui trouve que ça ressemble le plus. Puis là, chaque jour, ils construisent une espèce de journal à la fois visuel de leur monde intérieur, extérieur, en s'aidant de la technologie pour enrichir leur vision. Puis là, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais il y a des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ensuite le commercialiser. Il y a des gens qui vont prendre ces images-là, qui vont restructurer le texte, peut-être même avec ChatGPT, en disant « Réécris-moi mon rêve pour qu'il soit plus structuré, qu'il tienne à l'intérieur d'une page pour te le faire à faire l'effet marketing pour un compte pour enfants. » Puis là, clac, clac, clac. Puis là, ils mettent ça sur eBay, vente automatique PDF avec envoi de livres automatique qui s'impriment à l'unité, puis plus besoin de maison d'édition. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires grâce à ce genre de démarche-là. C'est pas une garantie. C'est pas une invitation à faire ça. Je suis en train de vous dire que ça existe à des fins créatives. Moi, mon père, il est auteur de fables. Fait que je lui ai proposé de prendre un de ses livres de fables puis de le faire ça. On va résumer la fable à l'essentiel, on va générer une image puis on va faire une espèce de manuel pour enfants illustré avec chaque fable. Sauf que si on fait ça, ça veut dire qu'on met tout son contenu de ces fables dans l'intelligence artificielle. On y donne, dans le fond, là. Fait que là, il appartient à qui ensuite les droits d'auteur sur l'utilisation de ces formes? Il y a plein de questions légales, psychologiques, éthiques, déontologiques, la réglementation sur la vie privée, légale. Donc, soyez prudents, mais il y a vraiment moyen, si vous êtes prudent, de créer de la valeur. Il faudrait juste que ça ne crée pas de la confusion à l'intérieur de vous, que vous protégiez votre confidentialité, votre désir de préserver l'information sur votre vie privée. Puis ça sera toujours l'utilisation d'un consentement libre et éclairé qui va guider, je pense, la création de la santé à l'avenir. Intéressez-vous aux règles de fonctionnement de ce genre d'industrie-là, puis probablement que vous allez être en mesure de générer un assistant personnalisé qui va ressembler à ce que dirait un psychologue, mais qui n'est pas un psychologue. Donc malheureusement, il y a des gens qui vont en faire
des détournements, puis il va toujours avoir des cas d'exception avec des dérives. Puis même si dans l'intelligence artificielle, comme dans le ChatGPT, il y a des mesures de protection, mettons une personne, il dirait, je pense à mettre fin à mes jours, je voudrais me suicider, comment je pourrais faire? Ben, l'intelligence artificielle, elle va vous dire, vous devriez appeler les services d'urgence parce que on ne veut pas vous inciter à commettre des gestes dangereux. Veuillez utiliser les services d'urgence, utilisez le 911. Il détecte certains paramètres de dangerosité, mais ces détections-là ne sont pas parfaites. Puis là, je vais réarranger 4-5 histoires là, vues dans les médias. Là. Il y a une personne. En réalité, c'est 4-5 personnes. Vous comprenez? Il y a une personne. Elle a essayé de contourner le système, puis elle a dit à ChatGPT, quel est le meilleur type de corde à s'acheter pour une personne, non, pour soutenir un poids de 180 kg, parce que ça, c'était son poids. Le ChatGPT dit, le meilleur type de corde, ça serait tel type de corde. OK. Puis ensuite, il a demandé, quel est l'endroit qui est le moins susceptible de se faire déranger pour faire une expérience, après il va dire, mettons, c'est lorsque vous êtes tout seul à 2 heures du matin, je veux pas. Puis là, bref, en contournant les règles, sans nommer directement le facteur de dangerosité, de suicide, de faim, il y a des gens qui se composent un plan suicidaire, puis qui malheureusement vont décéder suite à ça. Donc là, vous comprenez que j'ai fait un réarrangement de 4-5 histoires qui ont déjà été présentées dans les médias. Je voudrais vraiment que vous soyez conscient que ce n'est pas un modèle parfait, ce n'est pas un intervenant, c'est un logiciel interactif conversationnel. Et c'est imparfait. Ne remettez pas votre intégrité ou votre vie dans les mains d'une machine comme ça. Hey, j'ai fait plus que la moitié du temps sur faire attention, soyez prudents, je pense que vous comprenez, mais je pense que vous comprenez aussi que je trouve ça extrêmement puissant pour les synthèses. Je répète les avantages, une rétroaction en temps réel, des synthèses, des structurations, des reformulations, des discussions, des analyses de texte, des traductions, des dépistages, des comparaisons, de la discrimination entre différents concepts. Il y a moyen de faire quelque chose de très riche, puis j'espère que ça aura pu vous inspirer. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous utilisez les intelligences artificielles? Là, je vous ai parlé de ChatGPT, celui de Snapchat et DALL-E pour les générateurs d'images gratuits, mais il y en existe des dizaines. Moi, j'en ai utilisé au moins 15 jusqu'à maintenant. Puis je suis encore dans les modèles gratuits, mais je vais peut-être bientôt faire le switch pour en essayer un payant parce que j'aurais envie d'optimiser quelque chose. Mais je reste prudent. Alors dites-moi en commentaire. Vous, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Est-ce que vous en faites une utilisation spécifique? Avez-vous vu des limites de ça? Alors sur ce que j'espère être des sages paroles, puis là c'est pas garanti, c'est vous qui allez me le dire. S'il y a des clics j'aime, je vais savoir que c'était bon. S'il n'y a pas de clics j'aime, je vais savoir que c'était pas bon. Mais dans tous les cas, j'espère que vous avez vraiment entendu les protections, les mises en vigilance et tout ça. Mais c'est un outil formidable. C'était le Dr Paul Simard, psychologue. Et je vous dis à demain pour la suite du Psychoctober.